il y a quelque chose de commun entre l'histoire de Khorban Bet Hamikdash Hasheni et notre histoire à nous, malheureusement. Eh bien, en cette matinée de Tisha B'Av, nous sommes en ligne par Zoom avec Michael et Chana Picard. Michael et Chana Picard, shalom. Shalom. Vous êtes actuellement à Nitsan, dans ce qui est une sorte de musée, on va dire, dites-moi si je me trompe, du Gush Katif, de sites où on se remémore le souvenir du Gush Katif. Et justement, je voudrais qu'ensemble nous puissions parler pendant les quelques minutes qui vont suivre justement de ce Gush Katif dans lequel vous avez vécu de longues années et savoir si effectivement quelque part, comme l'ont dit certains depuis 15 ans, eh bien, c'est ce qui s'apparente le plus à une forme de khurban, de destruction. Lorsque l'on parle de Tisha B'Av, on parle du khurban du Bet Hamikdash. Lorsque l'on parle du Gush Katif, on parle du khurban, de la destruction de cette partie de terre, de la terre d'Israël, dans la bande de Gaza, que vous aviez développée, vous, avec les habitants du Gush Katif, et qui a été abandonnée, dont les habitants ont été expulsés durant l'été 2005, il y a 15 ans très exactement. Alors, est-ce que pour vous, c'est effectivement un khurban ? Oui, c'est un vrai khurban. Et c'est malheureusement grâce à ce khurban que nous on ressent encore plus que c'est Tisha B'Av, parce qu'on comprend ce que c'est quand on perd sa maison, on est jeté de sa maison et tu restes plus rien. Tu arrives à un endroit, bon, c'était par rapport à autre chose, c'était un hôtel, c'était mieux, mais je veux dire, ce sentiment-là où que tu perds tout contact avec ta maison à toi, que tu as construit, que tu as bâti, que tu as vécu, que tu as aimé, et tu es jeté, comme à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'au Khorban du Gush Katif, le jour de Tisha B'Av, on s'asseyait par terre et on ouvrait des livres, soit ceux de Yirmiyahu, soit la Gemara de Gittin, soit des livres sur la Shoah. Depuis 15 ans, chaque année à Tisha B'Av, on regarde les films du Gush Katif, les films du Girouche, où on a été chassés. Et on regarde aussi les gens qui étaient là-bas. On regarde aussi le Nevet Kalim, d'avant la destruction, après la destruction. Et c'est pour nous une journée très difficile. Et je suppose qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le khurban, c'est-à-dire que même si l'on peut, d'une certaine manière, dire que nos ancêtres ont partagé une part de responsabilité dans le khurban, c'est un khurban pour le Bet Hamikdash qui a été provoqué à l'époque par les Romains, mais là c'est un khurban qui a été provoqué par le gouvernement de l'État d'Israël, qui a été concrétisé par l'armée d'Israël, par Tzahal. C'est encore plus douloureux. Le Khorban Bet Hamikdash Hasheni a été provoqué par un sinat chinam. À l'époque, je voyageais beaucoup et comme les gens qui voyagent, on écoute la radio. Et il est évident qu'il y avait beaucoup de haine dans les médias israéliens. Et je crois que cette haine a aussi été une des causes. Il est évident qu'il y a un certain programme métaphysique dans cette histoire-là. Mais la haine, comme une certaine entre guillemets, pas antisémitisme, mais anti-Tlachalim, qui est à l'époque, chaque petit mouvement mal placé était interprété par une menace de terreur de la part des Mitnachalim, et ça a été énormément encouragé par la presse à l'époque. Et je crois que oui, il y a quelque chose de commun entre l'histoire de Khorban Bet Hamikdash Hasheni et notre histoire à nous, malheureusement. Je voudrais peut-être vous ramener, s'il vous plaît, si c'est possible, je sais que c'est douloureux peut-être pour vous certainement, de nous rappeler un peu votre vie dans le Gush Katif, combien d'années vous y avez passé, où vous habitiez à l'époque et comment tout cela s'est terminé. On a vécu 16 ans au Gush Katif.
On a eu encore 3 enfants qui sont nés dans les sables du Gush Katif. Et on a eu 2 mariages, 2 enfants qui se sont mariés quand on habitait à Gush Katif. On a passé, après 11 ans, on est passé habiter, construire Shirat Hayam, qui est sur la plage de Shirat Hayam, de Neve Kalim. On est allé à Shirat Hayam. Et là-bas, on a commencé à penser comment construire notre maison jusqu'à qu'on nous a arrêtés. On avait déjà construit une maison à Neve Kalim et en instant, on avait décidé de passer à Shirat Hayam, de construire une maison. Mais on n'a pas eu le temps. On a vécu 4 ans et demi, presque 5 ans à Shirat Hayam et 16 ans sur le Gush Katif. Shirat Hayam, il faut le préciser pour ceux qui, comme moi, l'ont connu, c'était au bord de mer. C'était presque vraiment, ça pouvait avoir des airs de club méditerranéen pour certains, mais en tout cas, c'était effectivement une petite localité au bord de l'eau. Vendredi après-midi, après que je finissais la cuisson pour Shabbat, avec les habits sales de la cuisine, je rentrais dans la mer et de la mer directement dans la douche. C'est comme ça que je recevais le Shabbat. Et c'est vrai que ça m'a pris au moins 5 ans d'habiter ici à Nitzan, qui est pas sur la plage, mais quand même 2-3 kilomètres de la mer. Et les gens allaient beaucoup. Et moi, ça m'a pris au moins 3 ans. J'avais été capable, bichlal, d'aller voir la mer. Parce que pour moi, la mer, c'était Shirat Hayam. C'est pas ici. Alors, Daniel, le Gush Katif, pour nous, c'était Medinat Torah. C'était l'État, le paroxysme de l'État d'Israël, et un État basé sur la Torah, avec beaucoup d'amour entre les voisins, et une agriculture qui a tout fait pour que les gens puissent manger kasher avec le chassa et la salade Gush Katif, avec les tables qui étaient surmontées pour qu'on puisse manger les productions de l'année sabbatique, l'année de la Shemitah. Pratiquement tous les villages étaient religieux, mais on avait aussi d'excellentes relations avec les villages non religieux. Il y avait une ambiance extraordinaire. Tous les jours, lorsque je revenais de mon travail, j'avais l'impression, lorsque je rentrais, je passais par le Marsom, le Marsom qui nous permettait de rentrer au Gush, je ressentais comme une bouffée d'air pur, spécial. C'était absolument extraordinaire. Et pourtant, cette vie dans le Gush Katif, et l'ensemble des habitants le disent, ils reconnaissent que c'était une sorte de partie du Gan Eden d'une certaine manière, mais la réalité, elle était différente puisqu'il y avait aussi des attentats. Il y a eu des attentats terroristes contre les habitants du Gush Katif. Il y a eu des tirs de roquettes contre les localités du Gush Katif. Finalement, ce genre d'événement qui était particulièrement douloureux, c'est-à-dire étaient marginaux dans la vie des habitants du Gush Katif. Pendant que dans tout le monde, même, il y a des attentats contre les Juifs. Et les Juifs doivent savoir qu'ils doivent aller à leur endroit qui est fait pour eux. Et là-bas, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Quelquefois, il y a des attentats, et quelquefois, on a des missiles, comme partout dans le pays. Et aujourd'hui, encore plus, on le ressent. À quel point le seul endroit où on est bien, c'est ici en Eretz Israël. Et chez nous, il n'y avait personne qui était à cause de ce matzav qui fait un peu peur quand on n'est pas dedans. Mais quand on le vit, alors vous le vivez et on est content et on est heureux de ce qui se passe. Et la vie, elle est tellement confortable que ça donne de la force pour maîtriser tout, chaque problème et chaque chose qui se passe. Pendant cette période, je suis allé avec Hana dans une Kona et je donnais une sira qui s'appelait Giborim Bal Kochenu. On était des héros malgré vous, sans le vouloir. Et j'ai fait la comparaison avec les gens de Kiryat Shmona à l'époque. C'était notre maison. Il y a eu des attentats, effectivement, mais
d'une manière paradoxale, ces attentats n'ont fait que souder les gens, on s'est rapprochés les uns des autres, on a consolé les uns les autres. Il était évident que chaque attentat, c'était enfoncer encore plus notre appartenance au Gush Katif. Et c'était l'effet inverse. Et pendant 2 ans avant le Gush Katif, il y a eu ce qu'on appelait les Pax Marines, c'est-à-dire des mortiers sur Neve Kalim. Et pour nous, la marche entre Shirat Hayam et Neve Kalim était dangereuse. Nos enfants sont allés au Bnei Akiva un Shabbat et un Mechabel les a attendus et leur a tiré dessus. Seulement, Baruch Hashem, et il avait mal calculé son coup et il s'est tiré sur lui-même au lieu d'atteindre nos enfants. Est-ce que tu crois que les enfants ont voulu quitter à cause de cela Shirat Hayam, Gush Katif ou même le Bnei Akiva? Au contraire, il fallait repartir au Bnei Akiva au plus vite et rester très attaché à ce Gush Katif au Sable d'Or. Alors, Michael Elchanan, je voudrais vous ramener à cette journée, à cette période, puisque de manière assez stupéfiante, Ariel Sharon avait choisi le jour de Tisha B'Av pour commencer l'évacuation, l'expulsion des habitants du Gush Katif. Finalement, il a fallu lui faire comprendre que c'était pas la meilleure date pour le faire. Ça a été reporté au lendemain. On se souvient en Israël, tous ceux qui ont vécu cette période se souviennent de cette tension qui régnait et de cette rencontre très tendue entre les soldats de Tsahal qui ont été mobilisés pour faire évacuer les habitants du Gush Katif et les habitants eux-mêmes du Gush Katif. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je ne sais pas si vous avez déjà retrouvé des gens qui vous ont physiquement évacué de votre maison, mais est-ce que si vous les rencontriez, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que vous leur pardonneriez ce geste qu'ils ont eu à ce moment-là? Je ne les ai pas rencontrés et je n'ai pas envie de les rencontrer. Parce que pour moi, ils représentent le mal, le Recha, Malchut HaRecha. Je sais que dans eux-mêmes, c'est des gens bien peut-être, c'est des familles, des gens tout à fait corrects. Seulement pour moi, à ces moments-là, c'était la fin de ma vie. Pour moi, c'était affreux. Je ressentis quand je suis sortie de ma maison, quand on m'a sortie de la maison, je ne suis pas sortie de volonté, eh ben, j'ai ressenti pire que l'enterrement de mes parents. C'était pour moi vraiment une casse énorme. Pour moi, je ne veux pas les rencontrer. Je ne suis pas capable de les pardonner. Je voudrais bien leur pardonner par rapport à eux personnellement, dans leur personnalité, que c'est sûrement des gens bien, je ne sais pas. Mais ils ont pris sur leur épaule, ils ont mis des madim, et avec ces madim-là, ils ont fait la chose la plus grave au monde qu'on peut faire. Malheureusement, on sait qu'il y a encore des choses aussi graves. Ça, c'est vraiment un frère qui jette son frère de sa maison. Et ça fait entendre, parce que malheureusement, on a passé beaucoup de choses, le peuple juif. Mais c'était toujours des gens qui ne nous aimaient pas, ce n'étaient pas des juifs. C'était en dehors du peuple. Là, c'est dommage faire Milchemet Achim. Alors, Bémet, on a réussi, on n'a pas fait Milchemet Achim. On ne s'est pas vu battu contre eux. Moi, personnellement, je ne suis pas encore à ce stade de pardonner pour arriver à les rencontrer et leur parler. Michael, est-ce que ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a 15 ans, ça a remis en cause votre amour pour l'État d'Israël? Parce que si peut-être Hanan n'est pas encore prête à pardonner, est-ce que peut-être le pardon, il doit être celui de l'État d'Israël plus que celui de ceux qui ont concrètement sur le terrain procédé à cette évacuation? Est-ce que vous pardonnez à l'État d'Israël d'avoir agi comme il l'a fait avec les habitants du Gush Katif? Je regarde l'avenir. J'essaye d'oublier le passé, mais c'est impossible. Pour moi, ceux qui étaient au règne du pouvoir à l'époque ont fait une erreur très grave. Mais en ce qui me concerne, je vois
une relation directe entre la base et les dirigeants. Je peux te raconter une discussion que j'ai eue avec un juif très pieux, et je lui ai demandé qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez descendre dans la rue pour empêcher tout cela? Il m'a répondu, vous n'êtes pas battu pour nous, alors non, on se bat pas pour vous. Il faisait allusion au taktivim, Au budget pour les orthodoxes. Pour leur éducation. Justement, c'est une question que l'on se pose. Est-ce que finalement, l'une des leçons, s'il doit y avoir des leçons que l'on tire, et probablement il y a des leçons que l'on tire d'événements aussi dramatiques, est-ce que l'une des leçons, c'est que, eh bien, dans le monde sioniste religieux qui s'est toujours mobilisé pour développer la terre d'Israël, eh bien, il n'a peut-être pas suffisamment regardé derrière lui pour voir s'il était accompagné. On se souvient même certainement les auditeurs ont oublié, mais des campagnes que les habitants du Gush Katif avaient menées pour éviter justement le guirouche, l'expulsion, ce panim el panim, cette volonté d'aller au-devant des habitants pour leur expliquer l'importance. Est-ce que finalement ce n'était pas si trop tard? Est-ce que l'une des leçons du sionisme religieux, c'était peut-être pas de dire eh bien, on s'est focalisé sur la terre d'Israël, sur l'importance de la terre d'Israël, en délaissant peut-être le lien avec ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne sont pas aussi religieux que nous. Je vais te raconter une anecdote. Alors qu'on était à l'hôtel, il y avait deux possibilités pour nous. Ou aller aux heures de la Chiche, faire créer des moshavim dans une région désertique qui était avec des petits problèmes. Ou alors s'installer entre Ashdod et Ashkelon. Je suis allé voir mon rabbin et je lui ai demandé, le Rav Kaminetsky, qui était le rabbin de Neve Kanim, j'ai dit, dis-moi ton psaque. Et il m'a dit, Michael, pendant 30 ans, j'ai pensé que la Geoula, la délivrance totale, passerait par la délivrance de la terre. J'ai compris qu'il fallait aussi vers le cœur des gens, et il faut absolument travailler entre Ashkelon et Ashdod, et là-bas, c'est notre place. Mais en ce qui me concerne, je crois qu'il faut de tout. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons des Garinim qui s'installent partout dans Yehuda et Shomron. En ce qui concerne notre petite famille garinite, comme on dit aujourd'hui, on a un fils à Sderot, on a 3 enfants à Yitzhar, dans le Bet Hanina, Bet Hogla, à Ma'ale Adumim. C'est-à-dire que il y a de tout et il faut il faut s'occuper de toutes les parties, aussi bien sur le plan chaloutique et la terre d'Israël, en Israël. Je voudrais ajouter quelque chose. On ne peut pas dire c'est plus important ça, c'est pas plus important ça. Tout est très très important et chacun fait d'après son caractère. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'au Gush Katif, ce qui était spécial, c'est qu'il y avait tout le genre de gens qui avaient dans le pays. C'était vraiment un mini-cosmos du monde, du pays entier. Pour ça, quand je dis le Gush Katif, c'était pas seulement Eretz Israël, c'était aussi énormément Am Israël. Et il y avait des contacts très bons entre les gens qui sont très différents et qui se retrouveraient, disons, à Tel Aviv, ils ne comprendraient pas quel lien il y a entre eux. Et au Gush Katif, il y avait de très bons liens avec tous les genres de gens. Et c'était vraiment le dougma de ce qu'il faut faire dans tout Eretz Israël. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qui est plus important. Et chacun doit faire ce qu'il doit faire dans la vie. Il y a des gens qui sont meilleurs pour s'occuper de personnes personnellement. Il y a des gens qui préfèrent aller élaborer la terre et travailler la terre. Alors, une dernière question, Michael et Hana Picard. Nous sommes donc aujourd'hui Tisha B'Av. Après le Khurban, le peuple juif n'a jamais oublié la terre d'Israël, il n'a jamais oublié Jérusalem, il a prié chaque Seder de Pessah, les Shana Abba Birushalayim. Est-ce que c'est une prière que vous, depuis 15 ans, vous formulez pour le Gush Katif, les Shana Abba, Gush Katif? C'est quelque chose qui existe dans votre esprit quelque part? Gush Katif, Belibenu Tamid, et on rêve de retourner là-bas, on rêve de voir le Gush Katif se rétablir et se reconstruire de ses ruines.
On a un coin musée Gush Katif à la maison. Pendant des années, à chaque repas de Shabbat, on parlait du Girouche, on revivait cela. Et je dois dire d'une manière très douloureuse que si mon appartement à Paris, il lui reste encore la forme de fenêtre, tout le reste a été déformé. Mais pour mes enfants, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien aujourd'hui. Et c'est très douloureux et on espère de tout notre cœur que le Gush Katif pourra être reconstruit dès demain. Moi, je veux dire une chose, c'est les premières années, je ressentais que je vivais avec des valises. Que auto-temps, ça y est, on retourne, parce qu'on ne peut pas sans Gush Katif, il y a eu la guerre, et c'est évident qu'ils ont dit que le premier bombe qui tombe, on rentre de nouveau. Alors je me suis dit, je croyais encore, et je me suis dit, alors tchitchak, on va revenir, c'est sûr. Mais malheureusement, chaque année qui passait, je ressentais que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, je sais que pas Tisha B'Av, mais chaque jour, quand je prie pour Yerushalayim, je sais que le jour où Akadosh Baruch Hu retournera à Yerushalayim, nous, on pourra retourner au Gush Katif. Parce que je vois qu'avec les gens et la politique et tout ce qui se passe, לא מהם תצמח לי הישועה, רק הקדוש ברוך הוא. On a compris, Michael et Hana Picard, on a compris le message, mais il y a parfois des choses qu'on n'a pas besoin de traduire. Merci beaucoup, Michael et Hana Picard, d'avoir été avec nous en cette matinée de Tisha B'Av, qui est tout à fait appropriée pour parler du souvenir du Gush Katif et du Khurban du Gush Katif. C'était il y a 15 ans, presque jour pour jour. Merci d'avoir été avec nous en direct de Nitsan, où vous vous êtes installé donc après le Khurban du Gush Katif, et merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Rak Bismachot.